Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 198e briefing. Alors nous sommes de façon presque exceptionnelle au complet aujourd'hui pour vous délivrer toutes les nouvelles et informations nécessaires à votre compréhension de la situation en Russie et dans le monde en général. Première petite information que je redonnerai à la fin, c'est le dernier briefing avant les fêtes et il n'y aura pas de briefing le 2 et le 9 mai. Ce sont des jours fériés en Russie, donc ça va être utile. Et nous retrouverons donc le 16 mai pour la reprise de ces briefings, sauf bien sûr si l'actualité le commandait et qu'il y avait une urgence à ce que nous ayons besoin de donner quelques éclaircissements, quelques éclairages sur la situation ce que nous n'espérons pas. Nous allons, comme d'habitude, commencer maintenant avec Arnaud, qui va nous parler d'économie, de politique intérieure, et Igor suivra avec l'international. Arnaud. Merci, Président. Bonjour à tous. Une actualité assez chargée, tant dans le domaine économique que politique, avec une actualité très récente. Le discours de Vladimir Poutine cet après-midi devant les grands patrons russes réunis au RSPP, l'équivalent russe du MEDEF. Le président s'est une nouvelle fois félicité des bonnes performances de l'économie russe. Il a dit espérer un ralentissement de l'inflation qui devrait permettre à son tour une baisse des taux d'intérêt. Il est revenu dans la partie publique de cette manifestation sur un sujet dont on sait qu'il préoccupe la communauté d'affaires russe, c'est celui des déprivatisations ou renationalisations. Il y a eu plusieurs cas. Le président russe a insisté sur le fait que la seule justification à un tel processus, c'était des manquements graves des propriétaires ou des atteintes à la sécurité nationale. Il a toutefois, demi-mot, reconnu que le problème n'était pas réglé. Euh, et on a des exemples assez récents qui sont éloignés des considérations de sécurité nationale, en particulier, on en avait parlé, je crois, ici, la nationalisation annoncée du principal fabricant de pâtes alimentaires dans l'Oural. Par ailleurs, Vladimir Poutine a évoqué le problème de l'emploi, ou plus exactement des très fortes tensions sur le marché de l'emploi. Il a déclaré qu'il n'était pas favorable à ce que ces tensions soient réglées seulement par l'immigration. En d'autres termes, la Russie va devoir former plus de personnel ou trouver les solutions pour augmenter la productivité. Il s'agit d'un signal très politique, un peu plus d'un mois après l'attentat de Crocus. J'en viens maintenant à quelques chiffres, puisqu'on a une série de statistiques qui sont tombées hier. La production industrielle, tout d'abord, qui a augmenté de 4% en mars en glissement annuel. C'est moins qu'en février. En février, c'était plus 8,5. Et en janvier, autour de 6%. Sur l'ensemble du trimestre, la hausse s'établit néanmoins à 5,6%. À voir donc si en avril, la tendance au ralentissement se poursuivra ou si au contraire il y a un rebond. Il y a l'effet de base qui joue, hein, c'est-à-dire que 2023 est désormais une base assez haute et on sait que les capacités de production sont pratiquement toutes utilisées. Le ministère du Développement économique a publié le 23 avril ses nouvelles prévisions pour la période 2024-2027. Pour cette année, il table sur une croissance de 2,8%, ce qui est d'ailleurs un peu moins que le Fonds monétaire international. Il estime que les revenus de la population vont continuer de croître de l'ordre de 5% cette année, avec une consommation forte des ventes de détail en hausse de 7,7%. En revanche, les investissements devraient ralentir un peu plus de 2%. Je rappelle qu'en 2022 et 2023, on avait enregistré des hausses de 6,7 et 9,8.
Euh, donc là encore, l'économie russe devrait se rapprocher de son potentiel de croissance. S'agissant du rouble, les services de M. Rechetnikov entrevoient un glissement vers le seuil des 100 pour 1 dollar à l'horizon 2025-2026. Euh, Par ailleurs, il se dit à Moscou que l'obligation faite aux 43 principaux exportateurs de Russie de rapatrier 80% de leur rentrée en devises et d'en céder 90%, mesure qui, je le rappelle, est en vigueur depuis l'automne 2023, eh bien, devrait être prorogée au moins jusqu'à la fin de l'année. Et ces rumeurs contribuent au raffermissement du rouble ces derniers jours. Gazprom, dont on sait qu'il est en difficulté hein, avec la baisse sensible de ses ventes sur le marché européen, eh bien, Gazprom cherche à compenser en Chine et pour la première fois, il a dépassé le Turkménistan en termes de volume livré à la Chine par gazoduc. Sberbank, qui à l'inverse se porte plutôt bien, en tout cas, le groupe a annoncé, ou plus exactement son conseil de surveillance a recommandé le versement de 750 milliards d'euros de dividendes, ce qui constitue un record absolu. J'en viens maintenant à un entretien accordé par M. Potanin à Interfax lundi dernier. Je rappelle que M. Potanin est l'un des grands oligarques russes, fondateur de Norilsk Nickel. Euh, il a fait une déclaration qui retient l'attention à maints égards. Il a déclaré qu'il envisageait d'ouvrir une nouvelle usine de cuivre en Chine d'ici 2027. Alors, quelles sont les raisons mises en avant par M. Potany? Il y a des considérations écologiques, en d'autres termes, moins polluants en Russie, mais surtout se rapprocher des clients chinois, mais également probablement se mettre à l'abri de nouvelles sanctions occidentales. Je rappelle qu'il y a quelques jours, les Américains et les Britanniques ont annoncé des restrictions sur les ventes de certains métaux à la Bourse de Londres et des restrictions, des interdictions en réalité d'importation aux États-Unis. Cela aura un impact sur les ventes de Norilsk Nickel. On voit que ça fait cogiter M. Potanin et qu'il envisage donc d'investir dans des capacités de production en Chine. C'est intéressant parce que M. Potanin était traditionnellement tourné plutôt vers l'Occident, où se trouvaient ses marchés. Et donc, à l'instar de messieurs Deripaska et Sechin, il va renforcer ce que l'on qualifie à Moscou de lobby pro-chinois, en tout cas ce groupe de grands capitaines d'industrie dont les intérêts sont désormais en Chine et non plus en Occident, ou en tout cas moins en Occident. Ce qui est intéressant, c'est de voir que, par ailleurs, dans l'autre sens, les investissements chinois restent en revanche toujours aussi limités. J'en viens maintenant à la politique intérieure avec, avant d'en venir au grand sujet de la semaine, hein, qui est l'arrestation du vice-ministre de la Défense Timur Ivanov, quelques brèves, si j'ose dire, mais qui disent des choses sur l'état de la société et le fond de l'air à Moscou. D'abord, un sondage réalisé par Russian Fields qui nous dit que 53% des Russes seraient favorables au rétablissement de la peine de mort, contre 39% qui s'y déclarent opposés. C'est assez étonnant, finalement, ce n'est pas tant que ça, c'est une majorité, mais ce n'est pas une majorité écrasante. Un autre sondage conduit par le FTSIOM, un centre parapublic, montre quant à lui qu'entre 55 et 60% des Russes disent éprouver des sentiments négatifs à l'égard des travailleurs immigrés. Et là, par contre, on a une augmentation assez visible par rapport au dernier sondage effectué sur ce sujet en août dernier. Donc la tragédie de Crocus produit malgré tout des effets au sein de la société russe. À Saint-Pétersbourg, une perquisition qui fait beaucoup de bruit chez la journaliste Ksenia Klotchkova, qui travaille chez Fontanka, un média régional bien connu, qui a par ailleurs une chaîne Telegram, elle aussi lue. Et donc, cette perquisition a suscité un certain émoi dans la classe politique de la capitale du Nord. Il semblerait que
l'enquête soit liée à un ancien collaborateur de Fontanka, placé sur la liste des agents étrangers. La scène politique intérieure qui poursuit ses recompositions par petites touches après la présidentielle. Et l'élément le plus dynamique et qui a le vent en poupe, c'est le parti Jean Nouveau, dont le candidat Davankov avait recueilli près de 4% des voix, peut-être plus en réalité. Eh bien, Jean Nouveau a fusionné avec le Parti de la croissance de Boris Titov, le médiateur aux droits des entrepreneurs. Alors, en réalité, il s'agit d'une absorption du Parti de la croissance, qui est une petite formation assez anecdotique, mais dotée malgré tout de certains relais locaux par Jean Nouveau. L'une des contreparties sera probablement le fait que Boris Titov obtienne une place éligible sur les listes de Jean Nouveau en septembre 2026, c'est-à-dire pour les prochaines élections législatives. Un autre sujet dont on a parlé à Moscou ces derniers jours, c'est celui relatif au projet de création d'un centre, un centre Ilin, près l'université Erguéguéou à Moscou. Alors, qu'est-ce qui est à l'origine de la controverse? Le nom d'Ilin, hein, qui est un philosophe que l'on dit inspirant pour le président Poutine. Il se dit que Poutine le lit. Et en même temps, il a un passé assez trouble sur des périodes de l'histoire qui sont chères à ce même président Poutine. Je parle de la Deuxième Guerre mondiale. Je rappelle que Ilin avait été condamné à mort en URSS en 1922, expulsé vers l'Allemagne, et il avait tenu des propos assez conciliants vis-à-vis des nazis, en tout cas avant son départ d'Allemagne en 1938. Deuxième point de discorde, c'est le fait que ce centre devrait être dirigé par le philosophe Douguin. Et donc, des étudiants se sont émus de ces projets et des élus communistes ont dénoncé, ont rappelé le passé d'Ilin. Tout ça a obligé le président de la Douma d'État, Vyacheslav Volodine, à s'exprimer le 20 avril sur sa chaîne Telegram et à siffler en quelque sorte la fin de la récréation, en tout cas à appeler les gens à la modération et à la retenue. J'en viens donc au gros sujet de ces derniers jours, de ces dernières heures, et c'est un sujet qui va connaître euh, sans aucun doute des développements dans les jours et les semaines qui viennent. C'est l'arrestation de Timur Ivanov, 48 ans, vice-ministre de la Défense depuis 2016. Alors, c'est évidemment un coup de tonnerre à Moscou. Il a été arrêté à l'issue d'une réunion publique au ministère de la Défense, en uniforme, et non pas au petit matin chez lui en pyjama, comme ça avait été le cas par exemple avec M. Serdyukov en 2011. Alors que peut-on dire, en quoi c'est intéressant et en quoi c'est peut-être important et comment l'expliquer aujourd'hui? D'abord rappeler que Timur Ivanov est quelqu'un de très connu dans les cercles moscovites. Il a commencé sa carrière dans le secteur énergétique, dans des filiales de Rosatom, Interrao, et en 2012, il s'est mis dans le sillage de Sergei Shoigu, ministre de la d'abord gouverneur de la région de Moscou, puis ministre de la Défense, dont il était l'un des hommes de confiance. Timur Ivanov incarne à lui tout seul, enfin en tout cas avec son épouse, je dirais le caractère mondain de la Rubliovka, cette vie qui se poursuit avec beaucoup de paillettes, beaucoup d'argent, beaucoup d'ostentation, avec un train de vie qui, à l'évidence, ne correspond pas au salaire d'un vice-ministre. Tout ça a été vu, connu du tout Moscou. Timur Ivanov était par ailleurs proche, en tout cas il y a beaucoup de photos de lui avec le porte-parole du président, M. Peskov. Et donc cette arrestation, elle interpelle, si j'ose dire, pas seulement M. Ivanov, mais l'ensemble des observateurs. Pourquoi maintenant? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça menace les positions de Sergei Shoigu?
Alors, à cette dernière question, je répondrai non. Sergei Shoigu, selon toute vraisemblance, sera reconduit au poste de ministère de la Défense, mais il n'en demeure pas moins que ça affaiblit, on va dire, la mouvance Shoigu au sens large, moins au sens du ministère de la Défense que de l'écosystème, je dirais, business. Il faut savoir que par ailleurs, très proche de Shoigu, le gouverneur de la région de Moscou, Vorobiov, a vu plusieurs de ses adjoints, de ses ministres également inquiétés par la justice. Donc il y a là, à la veille du remaniement attendu à la mi-mai, et qui sera plus qu'un remaniement ministériel, ça peut aller au-delà du gouvernement. Il y aura des gouverneurs qui vont être remerciés, promus. Il y aura probablement dans les groupes publics, dans certains d'entre eux en tout cas, là aussi des changements, peut-être dans les services de sécurité. Eh bien, je dirais, chaque clan, chaque grand clan fourbit ses armes, essaie de savonner la planche aux autres. Et à l'évidence, Sergei Shoigu a reçu un coup, mais encore une fois, ça ne compromet pas ses perspectives militaires, mais plutôt, je dirais, le volet business de son, on va dire, de sa galaxie au sens large. Affaire à suivre en tout cas, ce n'est sans doute pas le dernier coup tordu auquel on va assister dans les prochains jours à Moscou. Nul ne connaît l'ampleur des remaniements, mais il y a des postes sensibles, l'énergie, peut-être l'agriculture qui pourrait changer de main. Et on sait par ailleurs que le ministère de la Défense lui-même bénéficie de budgets en très forte augmentation qui attisent les convoitises. De façon générale, l'une des grilles de lecture, peut-être pas toujours la plus pertinente ni celle qui domine, mais en tout cas celle qu'on doit garder à l'esprit lorsqu'on analyse les décisions politiques, les nominations en Russie, ce sont les intérêts financiers, économiques des uns et des autres. Et c'est à cette aune-là qu'il faut analyser cette affaire Timur Ivanov. Voilà, Président, ce que j'avais à dire aujourd'hui. Bien, c'était très dense et intéressant. Concernant cette dernière affaire, là, à l'approche du 9 mai, est-ce qu'on peut penser que c'est aussi cette arrestation un message envers soit la population, ou peut-être les hommes du front, où traditionnellement on souffre sur le front, ils s'amusent à l'arrière. Est-ce que c'est aussi quelque chose pour passer des messages envers la population ou les combattants? La population, je ne crois pas. Ce qui est sûr en revanche, c'est que la mouvance Z, ultra-patriotique, se réjouit vivement de l'arrestation d'Ivanov, qui incarnait tout ce qu'elle déteste, hein. Elle soupçonne ce monsieur, et pas forcément à tort, d'avoir beaucoup aimé l'Occident il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a des films réalisé pour certains d'ailleurs par les équipes de feu Alexei Navalny sur les achats de Madame Ivanov en France ou ses escapades dans certaines stations de sport d'hiver. Mais encore une fois, c'est plutôt une conséquence. Je pense que le but du missile, c'était plutôt de faire bouger des pions, de tomber quelques pions sur l'échiquier avant le remaniement et la remise à plat des dispositifs politiques qui n'interviennent qu'assez rarement en Russie, hein. C'est une fois tous les 5 ans après la présidentielle, pour l'essentiel. Et donc, pour finir sur les questions militaires internes, et on sait ce qui est prévu pour le 9 mai. Ça va être des choses de grande ampleur ou au contraire relativement bas profil, un peu comme les années précédentes, enfin les 2 dernières années précédentes, sans défilé aérien. Enfin, on ne sait pas très bien encore ce qui est prévu. Pas très bien. Ce qui est sûr, c'est qu'en région, beaucoup de défilés sont annulés ou réduits au minimum. Par ailleurs, les marches du régiment immortel ont été annulées. Donc on va plutôt vers quelque chose d'ampleur réduite. Merci beaucoup. Si y a d'autres questions, on reviendra bien entendu vers toi. Igor, est-ce que passons à l'international, au diplomatique, au militaire? Nous t'écoutons.
Merci Gilles, bonjour à tous et je vais parler du principal sujet de cette semaine concernant ce volet de notre briefing qui est eh bien, le vote par la Chambre des représentants et par le Congrès en fait américain de l'aide américaine pour l'Ukraine. Vous savez que cette aide, cette loi portant sur l'aide américaine à l'Ukraine était bloquée à la Chambre des représentants depuis novembre dernier. Tant et si bien que les États-Unis, en 2024, n'avaient été jusqu'à cette semaine capables que d'octroyer un seul paquet d'aide militaire à l'Ukraine. Eh bien, cette loi est finalement passée. Elle a d'abord été mise au vote par Mike Johnson, donc le porte-parole de la Chambre des représentants, le 20 avril, mais non pas sous la forme sous laquelle l'administration Biden avait préparé cette loi, hein. Je ne vais pas revenir dessus, mais souvenez-vous que en une seule loi, on avait l'aide pour l'Ukraine, l'aide pour Taïwan, l'aide à Israël, la question donc, de la frontière sud américaine, tout était lié finalement, ce qui avait provoqué ce blocage du fait de la majorité républicaine à la Chambre des représentants. Et M. Johnson, finalement, a proposé un nouveau texte. Il a détricoté ce projet démocrate et a donc proposé des textes distincts pour chaque sujet. Donc l'aide à l'Ukraine, 60,8 milliards de dollars, a été votée par la Chambre des représentants le 20 avril. Elle a donc été représentée au Sénat où, sans surprise, elle est passée en début de semaine et Joe Biden a signé pas plus tard qu'hier, ce qui fait que les financements sont donc débloqués et l'aide américaine va pouvoir reprendre son cours. Alors, ça a déjà commencé puisque les États-Unis ont publié un nouveau paquet d'aide militaire dès cette semaine, d'un montant de 1 milliard de dollars. Je vais revenir dessus. Alors, ce qu'il faut voir avec cette loi et ce budget colossal, hein, 60,8 milliards de dollars, comment est-ce qu'il se décompose? Il se décompose en réalité en plusieurs postes. Il y a tout d'abord une grosse partie, presque la moitié en fait, hein, plus de 23 milliards de dollars, qui vont en réalité venir alimenter le complexe militaro-industriel américain. C'est-à-dire que cet argent sera dépensé pour reproduire des obus, reproduire du matériel, des tanks, enfin tout ce qui va servir finalement à réapprovisionner les stocks américains qui ont été mis à mal par plus de 2 ans d'alimentation de l'armée ukrainienne. Ça, c'est le principal poste. Le deuxième poste, un peu plus de 11 milliards de dollars, eh bien, vont permettre aux États-Unis de financer leurs opérations en Europe. Alors, par financement des opérations, on entend aussi bien la logistique et le service des bases dont disposent les Américains en nombre à travers l'Europe que les vols de reconnaissance au-dessus de la mer Noire, par exemple, mais aussi le financement de la formation des soldats ukrainiens. Tout ceci, eh bien, va être alimenté par cette ligne de 11 milliards. Et puis, il y aura, à proprement parler, un peu moins de 14 milliards de dollars qui iront réellement pour débloquer du matériel et des munitions, à proprement parler, pour l'Ukraine. Là-dessus, il y a aussi une ligne de crédit qui est octroyée à Kiev pour un petit peu moins de 8 milliards de dollars. Et les républicains ont demandé dans cette loi à ce qu'une stratégie soit élaborée par le département d'État et par le Pentagone concernant eh bien, les intérêts des États-Unis, enfin la stratégie des États-Unis dans ce conflit. Et pour sortir de ce conflit, il y a une stratégie qui doit être présentée sous 45 jours à compter de la signature par le président de la loi. Donc en réalité, le compteur tourne déjà. Et aussi, dernier point concernant cette loi, elle autorise la confiscation des actifs russes gelés aux États-Unis. Alors, ce premier paquet d'aide de 1 milliard, alors 1 milliard c'est substantiel, on n'avait plus vu de paquet d'aide de ce niveau-là depuis plus d'1 an en réalité, puisque souvenez-vous, lorsque je vous présentais tout au long des derniers mois les différents paquets d'aide militaires américains, on était sur une fourchette qui était entre 250, enfin même 150 millions jusqu'à 700-800 millions, mais ça, 700-800 millions, c'était à l'automne 2023, avant justement que les choses se compliquent au Congrès. Donc là, 1 milliard, on revient sur ce qu'on n'avait pas vu depuis environ 1 an. Alors dedans, les Américains, évidemment, ont mis des munitions, sans préciser le nombre, alors aussi bien des munitions d'artillerie, très recherchées évidemment, que des munitions pour les systèmes HIMARS, mais également des véhicules blindés légers, enfin toute une série de matériels qui vont donc être livrés très prochainement aux Ukrainiens. Les Américains aussi comptent déployer 60 conseillers militaires et spécialistes en Ukraine pour surveiller ce matériel, pour fluidifier la logistique, bref, pour des missions qu'on nous présente comme des missions d'intendance en lien avec cette aide militaire qui va de nouveau affluer. Alors,
Qu'est-ce qu'il faut attendre de ce déblocage? Comment cela va-t-il changer les choses ou pas sur le terrain? À court terme, il y a des choses qui vont arriver assez vite, qui vont reprendre le chemin du champ de bataille assez rapidement, effectivement, des munitions, du matériel, des choses qui étaient bloquées du fait de l'absence de financement, hein. Donc on peut s'attendre à ce que très concrètement, d'ici la fin du mois, début mai, eh bien, il y ait de nouveau des caisses d'obus qui arrivent pour les Ukrainiens, qu'il y ait des munitions pour les systèmes HIMARS qui arrivent, les choses que j'ai énumérées. C'est un premier élément. À court terme aussi, évidemment, le déblocage de ces aides va probablement avoir un effet positif sur le moral des troupes en Ukraine, hein, qui ne savent plus trop à quoi s'attendre de la part des États-Unis. Et également, à court terme, ce que ça peut changer sur le champ de bataille, eh bien, c'est que la pratique du rationnement des munitions, qui est de rigueur côté ukrainien depuis plusieurs mois en réalité, eh bien, va probablement s'assouplir. Autrement dit, là où les bataillons économisaient des munitions d'artillerie parce qu'ils ne savaient pas de quoi demain sera fait, quand est-ce que les caisses arriveront, eh bien, le fait de savoir que d'ici quelques jours, quelques semaines tout au plus, ils vont de nouveau avoir des caisses de munitions, va leur permettre peut-être de disposer de plus grandes marges de manœuvre dans les batailles d'artillerie auxquelles ils se livrent avec les Russes, étant entendu que, comme je l'ai déjà dit ici à plusieurs fois, le rapport en feu, le rapport d'artillerie en réalité entre Russes et Ukrainiens est extrêmement défavorable aux Ukrainiens. D'une manière générale, le long de la ligne de front, on estime que c'est de 1 à 5, autrement dit, pour un coup d'artillerie tiré par les Ukrainiens, les Russes peuvent en tirer jusqu'à 5. Mais localement, sur certaines portions du front, ce rapport monte à 1 contre 10. Autrement dit, c'est un rapport qui est défavorable et ça n'a pas changé substantiellement ce rapport de feu dans l'immédiat, mais en tout cas, cela va permettre de alléger peut-être les choses un petit peu plus pour les Ukrainiens. À moyen terme, on va voir probablement du matériel acheté auprès de pays tiers qui va arriver, puisque c'est du matériel que les Américains essaient d'acheter auprès de leurs alliés ou de partenaires pour le transférer aux Ukrainiens, donc ce qui demande à la fois des négociations au niveau politique, mais aussi après c'est un nombre de démarches au niveau industriel pour la réexportation. Et là, il y avait des choses qui étaient déjà préparées avant le blocage par le Congrès de cette ligne. Un exemple, l'artillerie turque. Les Turcs étaient prêts à transférer à l'Ukraine, via ce programme avec les États-Unis, un certain nombre de pièces d'artillerie sont fabriquées en Turquie sous licence sud-coréenne, parce qu'à l'origine l'industriel est coréen. Tout ceci avait été gelé faute de financement. Et bien là, les pourparlers vont pouvoir reprendre, et donc on peut imaginer que finalement ces canons vont probablement rejoindre le champ de bataille, mais là, ça va prendre un petit peu plus de temps. Et évidemment, à plus long terme, eh bien, cet argent va permettre d'élargir la production d'obus et de matériel aux États-Unis, hein. Je rappelle qu'aujourd'hui, on fabrique environ un peu moins de 30 000 obus par mois aux États-Unis, ce qui correspond probablement à environ 5 jours, 6 jours tout au plus de consommation ukrainienne. Eh bien, les États-Unis souhaitent qu'à l'horizon 2025, chaque mois soit produit 100 000 obus, ce qui fait un petit peu plus de 15 jours à l'heure actuelle, hein, de consommation ukrainienne sur le front. Quelles sont les conséquences du vote de ce paquet sur les alliés des États-Unis? Ce qui aura un effet d'entraînement. Pour l'instant, la seule chose qu'on a constatée, eh bien, c'est que c'est le Royaume-Uni qui a décidé d'octroyer ce qui est présenté comme le plus grand paquet d'aide militaire proposé par Londres à l'Ukraine depuis le début du conflit, un peu plus de 600 millions de dollars, annoncé par Rishi Sunak lors d'un déplacement en Pologne avant-hier. Donc, dans ce paquet, eh bien, il y aura là aussi des munitions, des missiles, y compris un nouveau lot de missiles Storm Shadow, hein, dont on a déjà entendu parler, et également des embarcations légères, hein, une soixantaine d'embarcations légères, donc des vedettes, des choses comme ça, pour les forces ukrainiennes. Mais au-delà de l'annonce par la Grande-Bretagne de ce paquet d'aide militaire, pour l'instant, on ne constate pas de réel effet d'entraînement. On sait que il y a des problèmes tout simplement, des goulets d'étranglement. Bon, il y a déjà la question des finances, qui sont quand même assez mises à rude épreuve. Je rappelle que le FMI, il y a quelques jours, a recommandé à la France et à l'Italie de diminuer leurs dépenses publiques, mais davantage que ce que les Français et les Italiens envisagent déjà de faire pour maîtriser leurs comptes et leur endettement. Alors que, en ce qui concerne l'Allemagne, le FMI a recommandé au contraire de lâcher un petit peu les rênes pour stimuler la croissance. Sauf qu'à Berlin, M. Scholz a redit, à l'occasion d'ailleurs de la rencontre avec M. Sunak il y a quelques jours, qu'il était hors de question de livrer des missiles taurus, et que pour l'instant, donc, cet effet d'entraînement, on ne le voit pas arriver du côté de l'Allemagne. Et voilà, donc pour l'instant, ce paquet n'est pas je dirais,
dans les jours qui viennent, on ne devrait pas voir de renversement, j'allais dire, fondamental des rapports de force sur le terrain. La dynamique reste plutôt défavorable aux Ukrainiens. Les Russes conservent l'initiative. À moyen terme non plus, en revanche, évidemment, cette assistance, elle va permettre plus aux Ukrainiens de mieux encaisser la pression russe, hein, de mieux encaisser la poussée russe, et va les aider peut-être à la contenir un peu plus. Mais en revanche, cette aide américaine, toute importante qu'elle soit, hein, n'est pas de nature à leur donner les moyens de reprendre, de reconquérir du terrain perdu, ni encore moins de pouvoir envisager une quelconque offensive de l'ampleur de ce que l'Ukraine a lancé l'été dernier. Pour l'instant, on est plutôt sur une logique, je dirais, d'essayer de stabiliser les choses plus que autre chose, et je dirais dans le meilleur des cas pour les Ukrainiens. Voilà, je m'arrête là, Gilles, pour cette semaine. Il y avait beaucoup de choses, mais restons-en là pour le moment. Oui, merci beaucoup. C'était effectivement une nouvelle essentielle. Alors, il y a des interrogations, notamment sur la politique américaine. Est-ce que les commentaires, bon, évidemment, c'est comme toujours, selon le biais qu'on peut avoir le parti, pour certains, c'est une défaite de Trump. Pour d'autres, ça a été initié par Trump, au contraire, pour des raisons politiques. Est-ce que ça dit quelque chose d'un changement de Trump dans sa politique éventuelle s'il venait au pouvoir? Est-ce que c'est une hypothèque qui est élevée ou non? Je pense pas, parce qu'il y a comme toujours la campagne, après on est élu ou pas, et il y a ce qu'on fait si on est élu. Et il faut voir que Mike Johnson, dans cette histoire, jouait gros. Visiblement, il a esquivé le boulet parce que un certain nombre de représentants de son parti, donc à la Chambre des représentants, un certain nombre d'élus, comme Madame Marjorie Greene Taylor, par exemple, lui en veulent énormément pour avoir finalement proposé ce texte et l'avoir fait passer. Et certains voulaient proposer tout simplement de le démettre de ses fonctions de représentant de la Chambre. Visiblement, cette aile des républicains, au sein des républicains, n'est pas allée jusqu'au bout, n'a pas fait le poids. Il y a évidemment des intrigues, mais je ne pense pas qu'on puisse extrapoler en expliquant et dire que Trump a changé le fusil d'épaule quant à ce sujet-là. Et bon, pour l'expérience qu'on a de Trump et qu'on a vu aux affaires quand même pendant 4 ans, c'est vrai qu'il peut parfois rapidement changer, hein. Mais pour l'instant, je crois qu'il a beaucoup d'autres choses à faire puisqu'il est pris dans un nouveau procès assez important. Et donc, je pense que c'est là qu'il focalise toute son énergie et toute son attention. Alors, la réaction de Moscou était assez attendue, en ce sens que, bon, on a condamné ce, cette nouvelle chose, mais euh, est-ce que la réaction vous a semblé mesurée, forte, inquiète? Quelle est comment est-ce que vous voyez ça? Alors, je dirais que non, parce que à Moscou, personne n'avait de doute sur le fait que, in fine, les Américains trouveraient, comment dirais-je, un moyen d'acheminer de l'aide économique, militaire, financière à l'Ukraine, indépendamment de la forme que ça prendrait. C'est plutôt comment dirais-je, la longueur de ce blocage qui a surpris beaucoup d'observateurs. Mais sur le fait que les Américains trouveraient un moyen d'acheminer toute cette aide, il n'y avait pas vraiment de doute. Donc, il y a eu une réaction, évidemment, mais il ne faut pas se tromper. Là-dessus, personne ne s'attendait à ce que les Américains laissent tomber, j'allais dire, en ne donnant plus $1 et plus une cartouche, les Ukrainiens comme ça pendant toute l'année 2024. Alors, une question différente, enfin, c'est une double question, vous avez lié deux questions, ça concerne la Chine. Alors, la première partie, c'est jusqu'où, selon vous, peut aller la pression occidentale pour que Pékin lâche Moscou? Et la deuxième partie de la question, enfin, c'est un autre auditeur, Vladimir Poutine a dit envisager de se rendre en Chine en mai au congrès de l'Union russe des industriels et entrepreneurs. Est-ce une accélération du planning face aux pressions occidentales? Alors non, puisque cette visite, elle est dans les tuyaux depuis quelques semaines et on savait qu'il irait peut-être même avant sa prise de fonction le 6 mai à Pékin. Alors on n'a pas de date, mais ce n'est pas une surprise, ce n'est pas une réponse à des pressions occidentales accrues. Alors à quoi fait référence notre auditeur? Probablement à une déclaration de M. Blinken qui se trouve actuellement en Chine et qui doit rencontrer son homologue et de hauts responsables chinois. Il y a eu
juste avant cette visite, j'allais dire, une préparation médiatique avec des fuites dans Wall Street Journal et d'autres publications américaines indiquant que les États-Unis n'excluaient pas de sanctionner certaines banques chinoises travaillant avec des entités russes. En fait, les États-Unis avaient tracé des lignes rouges en 2022 en direction de la Chine, pas de livraison d'armement notamment. Les Chinois se conforment à ces lignes rouges. Simplement, la relation bilatérale avec la Russie, elle a pris une grande ampleur et l'aide chinoise, qui est très substantielle et peut-être même critique pour la Russie, ne prend pas la forme de livraison d'armes, mais plutôt de composants électroniques et de façon générale d'une contribution aux stratégies de contournement de sanctions. Alors, la question, c'est jusqu'où sont prêts à aller les Américains et surtout, quelles sont les réponses chinoises? Parce que la Chine n'est pas la Russie en termes économiques. Sanctionner l'économie chinoise, ça a immédiatement des conséquences sur l'économie mondiale, mais également pour nos importations, peut-être, pour nos chaînes de production. Donc, on n'est pas du tout dans la même configuration. La Chine a des leviers de rétorsion qui sont incomparables avec ceux dont dispose la Russie. Donc il y a un poker menteur qui est en cours. Il y a par ailleurs une relation bilatérale russo-américaine que les deux présidents ont essayé de maintenir à un niveau gérable et acceptable il y a quelque temps lors d'une rencontre à San Francisco. Il me semble, mais c'est très personnel, mais il se trouve quand même que j'ai un peu travaillé le sujet, et j'ai même publié un article récemment dans le Monde diplomatique. En tout cas, il me semble que les Russes ne sont pas inquiets sur la fiabilité de leurs partenaires chinois. Je dis partenaires, je ne dis pas alliés, parce que, encore une fois, on ne parle pas d'une alliance. Il faut là aussi rappeler quelques évidences. La Russie et la Chine sont deux puissances nucléaires qui chacune défendent leurs intérêts stratégiques. Simplement, depuis 1996, elles sont sans interruption, engagé dans un processus de rapprochement qui a pris une ampleur nouvelle ces derniers mois. Et de mon point de vue, rien n'indique que ce processus se ralentisse ou, a fortiori, s'interrompe. Le calcul sur lequel les Occidentaux pourraient scinder Pékin et Moscou dans le contexte actuel me paraît un calcul très hasardeux. Et par ailleurs, M. Blinken n'est pas M. Kissinger. Là aussi, il faut rappeler quelques évidences. Merci de ces précisions. Alors, on va finir par une question qui n'appelle peut-être pas de réponse, mais qui mérite de l'originalité, quand on a notre prime du mois. Moscou pense-t-il que l'effondrement des aides du Moulin Rouge à Paris sont une preuve de la punition divine de la décadence occidentale? Probablement. Et est-ce que le Moulin Rouge était encore très rouge? Enfin, il y a plein de questions qu'on peut se poser à cet égard. Et Pavel va le faire. Va filer la métaphore, je le Je sens. pense que c'était justement le thème de la session brillamment animée par notre ami Igor à l'EHPAD Robert Banater, justement, au Cap d'Aille. Et ça serait intéressant peut-être d'organiser un briefing, peut-être le 2000e, hein, qui soit consacré à quelque chose d'aussi important en termes de patrimoine. C'est franchement cool. Il y a une chose dont on n'a pas parlé, Arnaud, peut-être ton avis sur l'histoire des graffitis sur la façade de l'ambassade de France à Moscou. Quelques mots Écoute, là-dessus. n'étant Mesurer pas la à réaction. Moscou, peut-être que c'est toi qui as un avis sur la question. Je ne les ai pas vus par la force des choses. J'ai vu évidemment un article publié ce jour dans le Figaro. Donc j'ai du mal à mesurer l'ampleur du phénomène, mais il est clair que ce n'est pas anodin, puisque les ambassades sont théoriquement protégées, en tout cas surveillées. Euh, et j'ai du mal à imaginer que ce type de graffiti ait pu être déployé ou dessiné sans que les forces de police le remarquent. Donc, je ne suis pas enclin à dramatiser, mais ça dit quand même quelque chose. Effectivement, quand on regarde la configuration des lieux, les panneaux graffités sont littéralement à 2,50 m de la cabine des gardiens. Donc, il faut vraiment être très, très, très aveugle pour ne pas le voir. Mais il y a quand même un facteur
qui est, vu de Moscou en tout cas un petit peu rassurant, c'est que hormis les éructations de l'ancien président Medvedev, qui est à peu près le seul à tenir ce type de narratif, avec en tout cas ce type de tone of voice, comme disent nos amis anglo-saxons, la réponse aux déclarations du président de la République ont plutôt été traitées de manière sarcastique, d'ailleurs dans une vieille tradition. L'humour n'a jamais, enfin l'humour, c'est un bien grand mot, mais en tout cas une forme d'ironie, de causticité n'a toujours accompagné l'histoire de la Russie depuis au moins un siècle et demi. Et juste en face de l'ambassade, un abribus était orné d'une forme de caricature dans le plus bel esprit des caricatures de la NEP ou des années 30, représentant le président Macron en garçon de café servant le président Zelensky qui, lui, criait bistrot, bistrot, faisant référence à l'histoire franco-russe des guerres napoléoniennes. Donc, bon, de fait, ce type de facétie, encore une fois, entre guillemets, est sans doute préférable comme je le disais, aux éructations de Dmitri Medvedev et des gens qui partagent son état d'esprit. C'est quand Sauf, même, bon, c'est jamais, c'est un incident grave, puisque on s'attaque, alors c'est pas une attaque armée, hein, que les choses soient claires, mais symboliquement en tout cas, une ambassade. Donc ce n'est pas anodin. Encore une fois, je ne crois pas que ce soit ni spontané, ni que ça ait pu échapper aux vigilances des forces de l'ordre. Donc ça dit quelque chose, surtout que les Russes, généralement, n'aiment pas trop jouer dans ce registre-là. Donc ça traduit une forme d'irritation. Après, qu'est-ce qui est le plus grave finalement et le plus infamant pour la France? Est-ce que c'est le sarcasme et le fait de ne pas être pris au sérieux ou ce type de graffiti? La question est ouverte. Oui, de toute façon, l'ambassade s'est bien gardée de réagir. Selon le précepte, l'injure ne salit que celui qui la profère. Et sur ces fortes paroles, nous allons donc clore notre briefing 198. Donc, je vous rappelle ce que je vous disais au début, c'est-à-dire que du fait des fêtes de mai, nous n'aurons pas les briefings les 2 et 9 mai, et nous reprendrons nos briefings, sauf nouvelle extraordinaire, le 16 mai. Donc, passez tous d'excellentes fêtes, reposez-vous bien, bronzez pour ceux qui veulent bronzer, et on se retrouve donc le 16 mai. sachez que pour le 200e briefing, le président Shenzo viendra déguisé. Voilà. Ah, c'est tout à fait possible. Donc, eh bien, Tenez bon. tenez bon. La CCI France-Russie se tient comme toujours à vos côtés, plus que jamais. À bientôt.